Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, en direct à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, nous reviendrons bien sûr sur la crise que traverse le Royaume-Uni aujourd'hui, entre la crise de liquidité, la crise de collatéral qui a obligé la Banque d'Angleterre à intervenir en urgence hier, et la crise de confiance, beaucoup plus politique, qui est évidemment encore dans tous les esprits aujourd'hui et qui est loin d'être résolue. C'est un sujet majeur aujourd'hui pour les investisseurs. Nous en parlerons notamment avec le chef économiste UK de Barclays, Fabrice Montagnier, qui sera avec nous en visioconférence dans quelques instants. Nous reviendrons également sur la question de l'inflation en Europe, un sujet qui est loin d'être éteint quand on voit la dernière marque d'inflation en Allemagne pour le mois de septembre. La première estimation donne un chiffre d'inflation à près de 11% sur un an en Allemagne, et l'Allemagne qui là aussi sort une stratégie budgétaire maximaliste. Elle en a les moyens, la signature allemande lui permet. L'Allemagne va débloquer 200 milliards pour alléger, soutenir les ménages et les entreprises face à la flambée de la facture d'électricité, de la facture énergétique en général. Une grande partie de cet argent sera emprunté sur les marchés. L'Allemagne qui va réactiver également, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre allemand Olaf Scholz, va réactiver également des fonds qui étaient mis en sommeil et qui avaient servi durant la crise Covid pour soutenir là aussi les ménages et les entreprises face à la crise gazière et la crise énergétique. Voilà pour l'ambiance de marché du moment. Des indices qui sont en baisse en Europe, une baisse entre 1,5 et 2% pour les grands indices européens en cette fin de séance. Et puis marché américain également, qu'on a vu rebondir hier mais qui a déjà effacé la totalité de son rebond depuis l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Le point complet dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, nous nous focaliserons sur le thème des biotech avec un spécialiste, Sacha Pouget, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45, directeur associé de Biomed Impact. L'ambiance reste mouvementée sur les marchés globaux en général et les marchés actions n'échappent pas à la règle aujourd'hui. Alix Nguyen, on fait le point avec vous comme chaque soir pour évoquer les infos clés de marché avec des indices en Europe, le CAC 40 entre autres, qui sont en net repli en cette fin de séance. Oui, l'accélération plus forte que prévue de l'inflation en Allemagne complaît le marché quant au scénario d'une réaction résolue de la BCE en octobre. En septembre, la hausse des prix en Allemagne s'est encore accélérée sous l'effet de la flambée des tarifs des produits énergétiques et alimentaires. L'inflation ressort à 10,9% sur un an contre 8,8% en août et 10,2% anticipé par le consensus. Et puis l'événement du jour, au-delà des problématiques obligataires et monétaires, c'est l'introduction en bourse de Porsche, évidemment, sur le marché allemand. On peut considérer que l'opération s'est bien passée vu le contexte de marché actuel. Oui, le volume d'émissions en fait la deuxième plus grosse introduction en bourse en Allemagne, après celle de Deutsche Telekom en 1996 et la plus importante en Europe depuis 2011 avec le Suisse Glencore. À Francfort, l'action Porsche a ouvert en hausse, affichant une première cotation au-dessus de la cible à partir d'un prix définitif fixé en haute fourchette. L'action a décollé à 84 €, valorisant le groupe Porsche à plus de 76 milliards d'euros. S'agissant du secteur dans son ensemble, on remarque en effet que le stock 600 de l'automobile connaît la plus forte baisse sectorielle. Les équipementiers sont les plus affectés. À Paris, Faurecia, qu'on s'est aussi endetté depuis le rachat de l'allemand Hella, chute. Plastic Omnium aussi. Et puis du côté des valeurs françaises, la chute d'Orpea se poursuit après la publication des résultats du groupe.
Au premier semestre, la société accuse une perte nette de 269 millions d'euros, alors que sur la même période l'an dernier, il avait dégagé un bénéfice net de 102 millions d'euros. Son titre baisse en continu jusqu'à des nouveaux plus bas historiques. Sur l'ensemble de 2022, la valeur abandonne plus de 85%. Il s'agit de la pire performance du SBF 120. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités en plateau avec nous ce soir pour décrypter l'actualité de la planète marché. Étienne de Marsac est avec nous, directeur des investissements Cross Assets de Sunny AM. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Régis Béguet de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion et accueillons par visioconférence Fabrice Montagnier qui est avec nous en visio, donc je le disais, depuis Londres, le chef économiste UK de Barclays. Bonjour et bienvenue Fabrice. Merci beaucoup de prendre quelques minutes. Avec des journées qui sont intenses évidemment quand on suit l'actualité britannique. Revenons quand même sur ce qui s'est passé hier, alors qui est un sujet un peu technique, mais la Banque d'Angleterre est intervenue pour éviter une crise cardiaque sur le marché de la dette obligataire britannique. Quand on lit certains témoignages, on comprend qu'à un moment dans la matinée hier, il n'y avait plus aucun acheteur de dette britannique sur le marché. Sur la gestion de cette crise de liquidité, de cette crise de collatéral, est-ce que la situation semble sous contrôle désormais, Fabrice? Alors il semblerait, bonsoir Grégoire, il semblerait qu'effectivement la situation s'est stabilisée. Comme vous l'avez souligné, la Banque d'Angleterre est intervenue dans une portion assez obscure du marché obligataire pour des raisons somme toute assez techniques. Elle a pour autant déployé les grands moyens avec des grands montants d'achat d'obligations déployés. Afin de stabiliser les marchés. Il semblerait que la mission est accomplie pour l'instant. On a vécu aujourd'hui une session quand même beaucoup plus calme, que ce soit du côté des taux ou que ce soit du côté de la monnaie. Ça nous a permis de respirer un peu et d'essayer de prendre un peu de perspective sur cette crise. Au-delà de la crise immédiate de liquidité, comment est-ce que la situation va être perçue peut-être de manière plus fondamentale, structurelle par la Banque d'Angleterre qui a rendez-vous avec les marchés le 3 novembre prochain, en tout cas selon le planning officiel, Fabrice? Voilà, alors les marchés, l'un des messages qu'ont envoyé les marchés depuis vendredi était celui de demander à la Banque centrale d'intervenir. Alors les raisons de cette intervention étaient la plupart du temps centrées sur une question de crédibilité. Les marchés avaient perdu toute crédibilité dans l'action gouvernementale et demandaient désespérément à la Banque centrale d'intervenir pour soutenir la monnaie et éviter la crise cardiaque, comme vous le souligniez précédemment. Alors, il faut souligner qu'une telle intervention aurait quand même nécessité une hausse assez importante des taux d'intérêt. On parle de 200 points de base cette semaine ou la semaine prochaine. Jusqu'à présent, la Banque d'Angleterre a toujours résisté à faire une telle intervention. Elle s'est focalisée sur le fonctionnement des marchés sans essayer d'influer les prix et les valorisations des différents actifs. Et le langage est un peu codé, mais il faut comprendre ici qu'elle n'aurait a priori pas l'intention d'intervenir pour soutenir la monnaie, par exemple, ou d'intervenir pour faire cette augmentation de taux qu'appelleraient les marchés pour forcer en quelque sorte le gouvernement à faire marche arrière sur ces politiques de baisse de taxes. Alors donc les perspectives qu'on a maintenant, c'est sur le très court terme, on continue à surveiller la situation politique, bien que la situation politique risque de ne pas évoluer dans les jours qui viennent, mais plutôt dans les semaines qui viennent. Des annonces gouvernementales vont intervenir dans le courant octobre, notamment sur l'orientation de la politique fiscale, l'orientation de la politique structurelle, certaines réformes qui sont en cours, etc. Et ce qui donnera, on l'espère, un peu d'air à la Banque centrale de se concentrer sur ce qu'elle doit faire. Et ce qu'elle doit faire quand elle se réunit la prochaine fois en novembre, c'est garder un œil sur l'inflation. Le problème inflationniste est toujours là. Et qui plus est, maintenant plus compliqué. On a peut-être moins un problème d'énergie du fait du bouclier tarifaire, mais on a plus un problème de conditions de crédit, avec notamment un resserrement assez important sur le crédit immobilier, par exemple. Donc, vous le voyez, d'autres problèmes, alors qu'on vient d'en solutionner un, en
quelque sorte. Alors effectivement, il y a eu la question des fonds de pension hier avec des modèles d'investissement qui ont complètement explosé avec la violence des mouvements qu'on avait les jours précédents sur la dette britannique, et la question de l'immobilier dans un pays où beaucoup sont endettés à taux variable, c'est évidemment une question majeure. Sur le plan politique, Fabrice, c'est très compliqué, j'imagine, de spéculer sur la fonction de réaction politique au Royaume-Uni, mais quelle est la séquence possible? Quelles sont les voies, les issues possibles pour le gouvernement dirigé par Liz Truss aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour peut-être rentrer un peu dans les clous, dans le cadre de ce que souhaitent les investisseurs? Et quand je dis les investisseurs, ça inclut le Fonds monétaire international qui a mis 3 jours pour envoyer une lettre à Londres, ou encore les agences de notation qui déjà également se montrent vocales. Alors, il faut se souvenir qu'on est encore juste dans les premières semaines de ce gouvernement. Il n'a que 2-3 semaines depuis la nomination de ce gouvernement, si on exclut la période des funérailles de la reine Elisabeth. Donc, il ne faut sans doute pas s'attendre à un revirement à 180 degrés des politiques annoncées si tôt dans la prise de fonction du gouvernement. La pression va sans doute monter à mesure que les perturbations demeurent. J'ai mentionné les crédits immobiliers. Énormément d'électeurs du Parti conservateur ont également un crédit immobilier et ils verront sans doute d'un mauvais œil si, certes, d'un côté, ils vont bénéficier de baisses de taxes, mais de l'autre, ils doivent payer le double en plus sur leur crédit immobilier. Donc, il y aura des tensions qui vont se créer, mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que la résolution de ces tensions, la sortie de cette crise, va se faire plutôt sur un nombre de semaines plutôt que sur un nombre de jours. À l'heure actuelle, il s'agit de survivre une semaine en plus pour calmer les marchés, pour prendre de la perspective, pour gagner du temps, pour réorganiser un discours qui a été perdu, pour reconstruire une crédibilité qui a visiblement explosé la semaine dernière. Donc ici, on a absolument besoin de temps et c'est pour ça que les interventions de la Banque d'Angleterre sont si importantes. C'est qu'elle permet au marché de respirer et de se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment que la Banque centrale augmente ses taux de 150 points de base d'ici novembre? C'est ce qui est à l'heure actuelle pricé dans les attentes du marché. Ou est-ce qu'on ne préférerait pas que la monnaie se déprécie de quelques points de pourcentage en plus si ça permettrait un ajustement plus en douceur? Donc c'est ce type de raisonnement que doivent se poser les investisseurs. Et puis, vous l'avez mentionné dans votre introduction, ce n'est pas comme si d'autres pays ne font pas de relance fiscale à l'heure actuelle. Donc il est très probable que d'ici quelques semaines, le Royaume-Uni ne sortira pas tant du lot que ça, en y réfléchissant. L'Allemagne annonce un bouclier tarifaire également, les Pays-Bas l'ont fait avant, etc. Donc les déficits vont se creuser, ou du moins l'action fiscale va s'amplifier à mesure que l'on rentre dans l'hiver, et le Royaume-Uni devrait retomber dans le rang, je pense, dans quelques semaines. Encore faut-il survivre ces quelques semaines. Non, vous faites très bien de le rappeler, Fabrice, cette expérience britannique, alors qui est faite à la britannique, elle doit nous servir de leçon et à chacun d'en tirer ses enseignements. Il n'y a pas de Schadenfreude à avoir de ce point de vue-là quand on est en Europe, sur le continent, et qu'on regarde le Royaume-Uni aujourd'hui de notre position. Merci beaucoup, Fabrice. Fabrice Montagny, chef économiste UK de Barclays, qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette émission. Je le rappelle, Étienne de Marsac, Sonny AM et Régis Béguet, Lazare Frères Gestion sont avec nous en plateau. Étienne, commentaire, réaction, ça devient compliqué de normaliser. Oui, c'est d'ailleurs amusant comme la normalisation nous amène à des situations anormales. Qui ne font que se multiplier jour après jour et qui nous font passer finalement d'une ère d'extrême clarté et stabilité à une grande ère de la confusion. On est passé du quantitative easing à la confusion quantitative qui se mesure par des chiffres, notamment donc les chiffres de volatilité ou les chiffres de dispersion. Si vous me demandez est-ce que l'action de la Banque centrale du UK a apporté une forme de stabilité sur les marchés, la réponse, finalement, c'est pas tellement. Peut-être d'un point de vue local, juste aujourd'hui, mais c'est une simple respiration, une petite soupape de sécurité. Un peu d'oxygène. Un peu d'oxygène, mais les facteurs qui contribuent à cette grande confusion vont continuer et pourquoi pas s'accélérer. Comment on mesure cette confusion? Vous prenez par exemple, il y a un an, les taux 3 mois. Il y a un an, on pouvait dire... en 2022, eh bien, dans un an, les taux 3 mois, ils seront de 1%, plus ou moins 40 BP.
la volatilité à 1 an du taux 3 mois était de 40 BP aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est de 180 BP. C'est-à-dire que quand vous êtes économiste, stratégiste, gérant, que vous faites une prévision sur les taux américains, vous dites en substance, ma prévision, elle est de temps, plus ou moins, un écart type de 180 BP aux États-Unis. En Grande-Bretagne, c'est 280 BP de dispersion autour de la moyenne de votre prévision. Donc c'est vous dire à quel point on est rentré dans une logique de cacophonie et une logique de très grande dispersion des prévisions qui amène à ces phases de chaos. C'est le monde des tail risks. Je veux dire, les risques les plus improbables deviennent des risques possibles qui se matérialisent. Ce qui s'est passé hier sur le marché britannique, l'ampleur des mouvements, la volatilité qu'on a sur de la dette à 30 ans, normalement, c'est probabilité 0. Absolument. Et pour autant, tellement prévisible aussi. Tellement prévisible aussi. Pourquoi ? Parce que se joue entre les marchés financiers, les marchés de capitaux et la Banque d'Angleterre, finalement, une grande lutte qui a commencé il y a très longtemps. Vous avez... moi, je parle d'ère de la confusion parce qu'on entend souvent que la Banque d'Angleterre est très crédible. En réalité, du point de vue des cambistes ou d'un point de vue des gérants ou des traders, la Banque d'Angleterre a un long passif de surprise dans le mauvais sens du terme. Elle a une réputation de girouette. De girouette, on va le dire comme ça. Et d'actions soit à contre-courant ou bien d'actions trop prudentes et ou bien donc actions à contre-courant. On peut rappeler par exemple en 1992, le gouvernement annonce et promet que la livre ne sortira jamais du SME. La Banque d'Angleterre passe son tour et provoque la dévaluation et la sortie du SME. On peut parler des stocks d'or vendus au plus bas, 50% des stocks d'or vendus à un prix de $275 l'once d'or, donc un grand loupé des autorités monétaires anglaises et peut-être plus proche de nous. Rappelons-nous, fin d'année dernière, l'inflation est à 5%, les taux sont à 0. La Banque d'Angleterre commence à dire « je vais remonter mes taux, pourquoi pas de plusieurs pas de 25 BP d'un coup, donc pourquoi pas 50, 75, 100 ». L'armée des gérants et des traders se positionne pour cette hausse de taux et la BOE ne fait rien. Elle passe son tour. Oui. Et ensuite, il y a eu un retard à l'allumage, effectivement. Et ensuite, ils ont commencé en décembre. Que de 25 en décembre. Oui, et là, elle on va pas faire l'historique des erreurs de toutes les banques centrales. Je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, rappelons-nous qu'il y a cette défiance. Je comprends. Et ça, c'est intéressant parce que des erreurs de banque centrale, il y en a qui ont été commises. Enfin, l'histoire. Mais vous dites, ce sont des erreurs. Qui marquent les esprits, On a quand même l'habitude de dire que sur les marchés, il y a un peu une mémoire de poisson rouge, etc. Mais quand on comprend et quand on analyse les banques centrales, non, une erreur passée finit toujours par ressurgir à un moment ou à un autre dans l'esprit d'un investisseur. Quand vous êtes un gros hedge fund du type Rocos, pour ne pas le nommer, et que vous souffrez tout d'un coup de perte abyssale à cause d'une décision qui n'est pas prise alors qu'elle était annoncée, vous l'avez un peu mauvaise et vous nourrissez du ressentiment. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même un pacte de confiance qui a été rompu entre la Banque d'Angleterre et les marchés financiers qui vient expliquer et éclairer ces variations et ces tail risks que vous qualifiez. Rapidement. Non, mais alors, et ensuite on peut continuer. C'est-à-dire que quand on dit que la Banque d'Angleterre est très crédible, moi je suis désolé, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que les taux réels étaient donc négatifs l'année dernière de moins 5%, 5% d'inflation, 0 de taux. Ils sont encore plus négatifs aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inflation là, on parlait de la crédibilité pour gérer une crise cardiaque. Mais voilà. Oui, non, mais du coup, crédibilité et confiance vont ensemble. Et si vous n'êtes pas crédible, eh bien, quelles que soient les mesures que vous prenez d'urgence, elles n'ont pas l'impact que vous attendez. Je comprends. Bon, commentaire Régis sur cette situation. Alors, il y a le britannique spécifique et puis quand même l'idée générale que la normalisation, c'est dur, ça génère des effets compliqués. Le Japon est intervenu, la Banque d'Angleterre est intervenue, la BCE a préparé un outil au cas où il faudrait intervenir sur l'Italie, par exemple. Et là, je ne parle pas de la Turquie, la Russie ou de banques centrales émergentes. Oui, on vit depuis 15 ans en réalité dans l'anormalité. Qui est, donc on est
est dans les secousses sismiques secondaires de la crise de 2008, enfin secondaire ou tertiaire ou quaternaire. C'est-à-dire qu'on a eu cette crise de 2008 absolument historique où il a fallu cautériser comme on a pu, suivie par une seconde secousse sismique assez importante qui était la crise des dettes européennes de 2011 et plus récemment 2020, le Covid qui a remis sur la table des choses qu'on n'avait jamais vues, des quantitative easing qu'on n'avait jamais vues, de l'incitation budgétaire et fiscale absolument colossale, complètement dans des dimensions, des proportions absolument inimaginables. Et donc, effectivement, quand on parle de renormalisation, oui, mais on part de points qui étaient tous plus ou moins aberrants, des taux ultra négatifs à moins quelque chose, négatifs en absolu, etc., etc. Donc cette normalisation, évidemment, elle est forcément chaotique et douloureuse, d'autant que les banques centrales en général, là je trouve un peu sévère sur la Banque d'Angleterre en particulier, relativement aux autres banques centrales, parce qu'on ne peut pas dire que les autres banques centrales, en particulier la Fed ni la BCE, n'étaient particulièrement clairvoyantes sur ce qui était en train d'arriver, et en tout cas extrêmement tardives à reconnaître les choses, puisqu'il a fallu presque un an d'hyperinflation pour que finalement la Fed finisse par dire ah oui, il se passe peut-être quelque chose, et soit obligée de taper du coup très très fort. La Fed est en train de taper très très fort, la BCE est très en retard sur la Fed, ce qui provoque la hausse du dollar. Cela dit, ce qui est amusant, c'est que la Banque d'Angleterre, elle a été quand même un peu plus rapide que la BCE, mais ça n'a pas du tout limité la baisse de sa devise. On a même l'impression que c'est pire. Je suis désolé, parce que non, mais c'est un vrai sujet. Je suis d'accord, c'est-à-dire c'est un peu étrange. Les erreurs, on les compte à la fin de la partie, d'une certaine manière. C'est un point un peu étrange, peut-être lié à la liquidité, à l'isolement de l'Angleterre. Non, mais même avant ce qui s'est passé hier, ils en étaient à, je sais pas, 200, 250 points de base de hausse de taux, commencé en décembre. Bon, bah, le sterling a chuté quand même beaucoup plus. Parce qu'il n'y a pas que les spreads de taux courts qui font. C'est vrai qu'il y a des anticipations de conjonction qui étaient peut-être un petit peu négatives, un petit peu plus négatives, et puis les taux réels. Et puis les taux réels baissent. En réalité, la Banque centrale, elle ne monte pas ses taux, elle les baisse, puisque elle monte moins vite que ne monte l'inflation. C'est le cas de la BCE aussi. C'est même presque le cas de la Fed. Oui, mais pas un peu moins. On ne regarde pas le taux réel en regardant le chiffre d'inflation spot du moment. On regarde par rapport à des anticipations futures. Sinon, il faut comparer ce qui est comparable. Les anticipations sont tout le temps fausses. D'accord, mais elles ne sont pas à 10% les anticipations d'inflation. Elles ne font que monter, elles ne font que se réajuster à la hausse. J'entends. Et donc, on accélère, et forcément, c'est chaotique, et effectivement, c'est vrai, les taux réels demeurent négatifs. Alors après, c'est pas tout à fait pareil quand même d'avoir des taux réels négatifs s'ils sont, je sais pas, à 5%, et puis une inflation à 7, on est à moins 2 en taux réels négatifs, que d'avoir une inflation, je sais pas, à 3 et des taux effectivement à moins 2% quand même. C'est assez différent, c'est-à-dire que on est quand même dans une forme de normalité économique, on actualise quand même à taux positifs, etc., même si effectivement, réellement, ils sont inférieurs à l'inflation. Je pense que c'est quand même une chose qui est assez saine. Donc ce qui se passe est à la fois chaotique, douloureux, à la fois assez prévisible. Je trouve que on n'est pas vraiment dans le tail encore. Hein. On est dans quelque chose qui se déroule. Il n'y a pas de collapse. C'est des craquements ici et là qui, quand même, de manière douloureuse, mais à peu près comme on pouvait s'y attendre, à savoir une forte baisse des marchés obligataires consécutive à l'agressivité de la Fed et du coup des marchés actions qui baissent aussi. Et donc, quand vous dites ça, parce que quand la stabilité financière est en risque, il n'y a plus rien d'autre dans le mandat. Enfin, je veux dire, ça devient à un moment la priorité immédiate. C'est ce qu'on a vu hier pour la Banque d'Angleterre. Mais ce que vous dites là, c'est globalement, et notamment du point de vue de la Fed, c'est pas encore le genre d'événement qui peut peser dans la balance et justifier peut-être une communication différente. La Fed, elle a même une communication assez agressive, puisqu'elle est heureuse quand les marchés financiers baissent, elle est heureuse quand le Nasdaq baisse, elle est heureuse quand le SP 500 baisse. C'est presque intentionnel de sa part. Elle a dit à plusieurs reprises, oui, on a bien compris notre message, c'est-à-dire on va vraiment taper, on va vous taper dessus, et si vous baissez pas, c'est que vous n'avez pas bien entendu ce qu'on a dit. Le Nasdaq a repris 20% cet été, il ne fallait pas attendre autre chose de Jérôme Powell que 8 minutes de discours à Jackson Hole pour remettre les pendules à l'heure. Exactement. Donc, on n'a pas fini le chemin, non, malheureusement. C'est quand même une question, Étienne. Enfin, alors, à ce stade, non, mais quand même,
le Japon qui intervient, le seuil de douleur est trop important, la Banque d'Angleterre qui passe au bord de la crise cardiaque, la BCE demain peut-être avec l'Italie, en tout cas qui s'est préparée à un risque de fragmentation en Europe. Jusqu'où on peut pousser cette idée de normalisation en gardant quand même dans l'idée qu'il faut préserver aussi la stabilité financière? Non mais c'est exactement ça le sujet, c'est-à-dire qu'on est sur une route de collision entre le désir des États d'accompagner la décroissance, d'accompagner l'entrée progressive en récession, d'accompagner le choc énergétique, etc. Donc là, c'est 200 milliards. Hein. L'Allemagne, c'est voilà, bam. Exactement. Et on est en collision entre le désir des États de sponsoriser finalement la décroissance et la transition énergétique, et puis le désir de normalisation des banques centrales face à l'inflation. Vous sortez de quasiment 10 ans où les objectifs étaient alignés, c'est-à-dire Banque centrale et État travaillaient dans la même direction, c'est-à-dire fabriquer de l'inflation et faire tourner la planche à billets. Aujourd'hui, pour reprendre une expression de Mohamed El Arian, ces deux objectifs sont en train d'entrer en collision. Orthogonaux, exactement. Oui. Et donc c'est ce qui, du coup, fabrique. C'est pas vrai partout. Des fracturations. C'est pas vrai aux États-Unis. Alors si, quand même, vous écoutez l'administration Biden, elle est en train, là, en ce moment, de faire jouer la petite musique de tout de même, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop fort sur la remontée des taux d'intérêt, notamment en Europe, et est-ce qu'on n'est pas en train de fragiliser donc, les institutions financières, ce qui va revenir chez nous comme un boomerang, mais la stabilité financière à court terme, ça n'est pas celle à long terme. Une banque centrale, elle regarde à long terme, elle voit que l'inflation peut détruire les emplois sur le temps long, alors que les États ont été habitués à ne gérer qu'à hauteur d'une temporalité qui est celle des élections. Et ces deux objectifs et ces deux temporalités différentes en rentrant en collision créent le chaos auquel on assiste aujourd'hui, et qui est un chaos qui ne peut que continuer tant que ces objectifs ne sont pas alignés. Continuer, ça veut dire quoi pour les marchés quand on a déjà un krach obligataire historique qu'on n'arrive même pas à dater puisqu'il n'y a pas de référence assez importante pour mesurer ça, quand on a déjà des devises majeures G7 qui sont sur des swings de 20% contre dollar en quelques mois, qu'est-ce que ça veut dire? Le chaos va continuer. Alors, le chaos va continuer, ne serait-ce que par l'arbitrage des parités de change. Donc, quand vous ne montez pas vos taux, ou quand vous êtes trop lent, et que vous avez de l'inflation, il y a un truc qui s'appelle la parité du pouvoir d'achat. Donc, si vous achetez un vêtement 100 $ dans un coin et 100 sterling à Londres, et que tout d'un coup, il vaut 120 sterling à Londres, alors le dollar sterling vaut non plus 1, mais 1,20. Et donc, le sterling baisse de 20%. Donc, c'est ce qui se produit. Et donc, c'est le fameux différentiel de taux réel. Lorsque vous tardez à monter vos taux, vous êtes sanctionné sur votre parité de change immédiate. Et tant que la BOE ne se réveille pas, avec une inflation à 10% et des taux à 2,25, quand même, c'est une blague. On est clairement dans une situation de pays émergent. On en avait déjà parlé, ça s'applique aux États-Unis, ça s'applique encore plus à la Grande-Bretagne. Déficit de balance de paiement, relance contracyclique via la fiscalité, un choc fiscal qui n'a jamais été aussi important ces 50 dernières années, à un moment donné où on lutte contre l'inflation. Donc, et concrètement, on fait quoi? Ils montent de 200 points de base les taux en novembre, ils font exploser le système, l'immobilier, etc. Mais non, mais le système, si vous ne le faites pas exploser tout de suite en remontant vos taux de manière progressive, vous voyez bien que c'est le marché qui le fait à votre place. Donc, autant le faire et autant l'annoncer clairement, ce qui permettra de donner un petit peu plus de visibilité, un petit peu plus de certitude à un moment où on en manque cruellement parce que les banques centrales sont terrorisées. Donc il faut remonter les taux d'intérêt beaucoup plus agressivement, comme le font les États-Unis, qui le font très bien. À raison, parce qu'ils sont dans un cycle de croissance qui est différent, remonter les taux d'intérêt et prendre quelques mesures pour accompagner éventuellement ce choc. Ça ne veut pas dire amener forcément les taux d'intérêt beaucoup plus haut que ce qui est déjà anticipé, mais front-loader encore plus agressivement que ce qu'on fait. Oui, exactement. On peut très bien s'arrêter avant. À un moment, on s'arrêtera, de toute façon, Étienne. À un moment où la compression... La Fed en premier, peut-être. Oui, puis à un moment où il y a une telle décompression de l'activité économique que comment l'inflation revient à des niveaux qui sont plus sympathiques.
Bon, vos commentaires, et puis moi je veux bien qu'on parle aussi des entreprises, hein, enfin, dans ce contexte, avec des résultats qui n'ont cessé de surprendre par leur résilience jusqu'à présent. Absolument. Qu'est-ce qui peut se passer là sur Absolument. Alors, les du haut de échéances mon grand âge, je peux dire que en plus de 25 ans de marché action, je n'ai jamais vu un marché baisser autant. En l'absence totale de révision en baisse. C'est-à-dire qu'on commence à peine depuis quelques jours, FedEx, il y a une dizaine de jours, à avoir quelques premiers prémices de profit warning, à peine du bout des lèvres, très souvent très liés à des éléments spécifiques à l'entreprise, etc. Je veux dire, on n'a pas du tout une vague de révision en baisse sur les prévisions de résultats. Et d'abord, le marché dans son ensemble a déjà perdu 25%. Et dans certains cas, les entreprises cycliques, les entreprises exposées à la conjoncture, ont baissé de 50, 60, 70% en quelques mois sur leur plus haut. Et ça, je dois dire que c'est stupéfiant d'un certain point de vue, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Normalement, ça se passe qu'en fin de cycle, les entreprises publient toujours de très bons résultats et les cours de bourse cessent de monter. Et là, on sent que c'est la fin de cycle. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est qu'elles publient toujours de bons résultats et encore une fois, les cours s'effondrent littéralement. Donc, d'une certaine manière, on peut dire quand même qu'on a fait déjà un le bout marché de chemin. anticipé quand même. On l'a quand même bien anticipé. On a même tiré un trait sur le futur de certaines entreprises. Les cycliques, quand on regarde la valorisation, voilà, c'est fini, il n'y a plus d'avenir. C'est toujours le cas, on considère bien toujours sûr, le marché au est bas de excessif. cycle. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on est très en amont du bas de cycle. Il n'est même pas en vue, le bas de cycle. On n'a même pas commencé la descente. Donc c'est ça qui est très impressionnant. Maintenant, c'est vrai qu'en Europe, on a un gros souci. C'est qu'on a effectivement cette politique d'inflation, cette parité du dollar qui oblige la BCE forcément à continuer une politique assez agressive, au risque de se retrouver dans la même situation que l'Angleterre. Mais on a en même temps le problème de la crise énergétique, qui est le résultat de 15 ans d'inconséquence de la politique énergétique européenne, allemande, française et toute l'Europe, en fait. Et donc, on est un petit peu coincé, parce que les 200 milliards dont vous parlez de l'Allemagne, ils vont juste faire une petite cautérisation sur une jambe de bois. Mais l'année prochaine, il faut recommencer, et ainsi de suite. Ça n'est pas que la conjoncture. Pour tamponner le problème des prix de l'électricité et du gaz, il faut mettre des centaines de milliards sur la table. C'est plusieurs points de PIB chaque année qu'il va falloir remettre sur la table. Voilà. Et ça, on n'a pas du tout... Alors, il y a des réformes du marché de l'électricité. On va gagner en efficacité. On va gagner en efficacité énergétique. On va modifier un peu les comportements aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a x10 ou x20 sur les prix. 2023 et 2024. On va pas faire x10 ou x20 d'efficacité énergétique en 1 an ou 1 an et demi. Ça va pas être possible. Donc, ça va pas être la réponse, hein, ça. Ni les économies, ni l'efficacité énergétique ne sont la réponse à la problématique. La problématique, c'est qu'il faut résoudre cette adéquation entre l'offre et la demande. Oui. Et, il y a un gap de quelques années qui va être compliqué. Il y a 2-3 ans compliqués devant nous, notamment 2 hivers, le prochain et le suivant, très compliqué. Ah oui. Et ça rend l'équation des banques centrales d'autant plus difficile, parce qu'on serait dans une période normale. Ce qu'elle ferait, la Banque centrale, c'est qu'elle baisserait les taux pour donner un peu de respiration et pour permettre aux États d'accroître leur déficit budgétaire. Mais là, il n'est pas question de baisser les taux. Ah non, on n'accommode pas les déficits. Ah bah on ne peut pas. Il est question de continuer à les monter, donc les déficits vont coûter d'autant plus cher. Donc on a une équation qui est quand même assez difficile. Et je reviens à mes résultats d'entreprise du 3e trimestre. Et les résultats, du coup. Et tout ça dans une Parce que pour l'instant, l'effet nominal joue, les boîtes s'adaptent, et on est toujours surpris par la résilience des marges. Absolument, c'est ça qui est assez troublant, mais c'est lié au fait qu'encore une fois, on a vu que les PMI, les indices de confiance des entreprises, avaient très fortement chuté. Ouais. Et les indices de confiance des consommateurs aussi dans certains cas. Mais, encore une fois, on a un taux de chômage qui est au plus bas des plus bas aux États-Unis, en Europe, et donc on a des économies qui sont encore dynamiques, on a des prix de l'immobilier qui sont tout près des plus hauts, en particulier l'immobilier d'entreprise, etc. Et donc, on n'a pas entamé du tout la révision en baisse, et pourtant les marchés financiers, les marchés actions ont déjà beaucoup baissé. Donc ça, c'est une situation qui est vraiment assez spéciale. Et bon, c'est quand même peut-être le
le point positif des choses. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en termes de valorisation, sur les marchés actions en particulier européennes, c'est un peu moins le cas aux États-Unis. Oui. En particulier bien sur le marché actions européen, on commence à devenir vraiment pas très cher en matière de capacité à distribuer du dividende, donc en dividende yield, en rendement dividende, on commence à être dans des niveaux qui sont relativement élevés historiquement, même à une période où les taux d'intérêt étaient plus élevés. Bien sûr. Donc voilà, on commence à rentrer un peu dans le dur et à avoir pour perspective une sorte de frein à la baisse. Pour autant, dans des nouvelles qui vont rester très très mauvaises, il est difficile d'envisager quand même un fort rebond des marchés à court terme. Voilà, mais à fin de troisième, on a commencé l'année à 16 de PE, on termine le troisième trimestre à 10,5 de PE forward pour le stock 600, pour les actions européennes. C'est un 10,5 qui est assis sur des prévisions qui ne vont pas se réaliser. J'entends. Oui, mais ce 10,5... Il peut être 13, 12, 13, effectivement. Il donne une marge de sécurité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'anticipation que les résultats peuvent un peu baisser dans un niveau de valorisation comme celui-là. Non, il y a des choses qui c'est pas un niveau de valo qui correspond à plus 10% de bénéfices. En particulier, par rapport aux tail risks dont vous parliez et aux crises précédentes, on a un niveau de levier financier dans les entreprises qui est faible par rapport aux crises précédentes. On a un niveau de rentabilité, un niveau de fonds propres dans le système bancaire en particulier, qui est très solide. Le système bancaire a rarement été, n'a jamais peut-être dans l'histoire été aussi bien armé pour faire face à une crise. Donc on a des choses qui sont assez saines. On a des marges qui ne sont pas trop excessives et qui donc pourraient baisser, mais rester dans une certaine forme de normalité. La difficulté se situe plutôt au niveau des États. Après les années Covid, on entre dans une crise avec des niveaux de dette sur PIB qui sont élevés, des niveaux de déficit budgétaire qui sont élevés, et ça, normalement, c'est pas le cas. Normalement, on entre dans la crise en étant plutôt à l'aise sur le plan budgétaire, et ça donne l'occasion d'ouvrir les vannes. Et encore une fois, on entre dans les crises souvent avec des taux qui sont déjà élevés et qui vont commencer à baisser et qui vont donner de la respiration. Et là, on n'a pas ces deux moteurs. C'est la partie difficile du moment que nous vivons. Pivot de la Fed, du coup, puisque c'est le seul salut dans cette affaire. Non, mais le risque pour vous aussi, Étienne, c'est que la récession, et quand j'entends récession, c'est... Bon, on a vu d'ailleurs le PIB américain est contracté sur 2 trimestres au premier trimestre. C'est pas ce qui fait une récession aux États-Unis. Donc, et pourtant, j'ai jamais vu autant d'économistes de ma vie, en tout cas des 10-15 ans depuis que je suis les marchés, signaler aussi clairement dans leurs prévisions une récession qui arrive. Ça va être à peu près synchronisé. Ça commence peut-être dès le 4e trimestre pour l'Europe et les États-Unis. Vous dites, le risque, c'est que peut-être que la récession soit encore un peu plus loin que ce qu'on imagine d'une certaine manière. Et quand j'entends récession, c'est la récession qui va participer à faire monter le taux de chômage et baisser l'inflation. Ah oui, absolument. Moi, je ne suis pas du tout sur la même ligne en termes de dynamisme des États-Unis par rapport au reste du monde. Pour qu'il y ait récession, il faut qu'il y ait des excès, soit des excès de stockage ou des excès de capacité de production, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on a une économie qui tourne à plein régime et l'indicateur le plus tangible, c'est celui de l'emploi et du chômage, qui est donc très en dessous du niveau de 4%. Donc, le pivot de la Fed, d'abord pour moi, ça, c'est une incantation. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire que la Fed va s'arrêter à un certain moment, à un certain niveau de taux plus ou moins d'équilibre, ou probablement de taux restrictifs, et va y rester pendant longtemps. Et si vous voulez, quand est-ce que vient le pivot de la Fed, c'est le nouveau mantra, et c'est le nouveau, l'inflation est temporaire. Elle va arrêter de monter. C'est la stratégie higher for longer. On va très vite au taux terminal qu'on souhaite atteindre, restrictif. On est en restrictif, et on y reste. Dans les dernières projections, on y reste peut-être 2 ans. Exactement. Au-delà de 4% de taux directeur. Mais absolument. Et vous dites, même une fois qu'on aura atteint ce taux et qu'on s'y maintiendra, c'est-à-dire qu'on ne montera plus les taux, ça n'aura pas un effet de pivot au sens où les investisseurs l'attendent. Non, parce que alors après, il faut faire un travail un peu pointu sur l'inflation, mais il est probable que l'inflation ne reviendra pas sur les niveaux de 2% et qu'il faudra donc trouver une autre solution qui sera la revue à la hausse des cibles d'inflation. Mais il faut quand même à un moment donné, et je suis toujours assez stupéfait, écouter ce que disent les banquiers centraux et notamment la Fed qui est très transparente. Ah bah je vous écoute. Non, mais je ne passe pas à vous. Bien sûr.
je m'adresse à certains de mes collègues, et parfois je suis assez surpris. Jérôme Powell dit quelque chose d'extrêmement pointu, qui est la suivante. La remontée des taux d'intérêt est inconditionnelle. Cette inconditionnalité de la remontée des taux d'intérêt, elle renvoie immédiatement à la formule de Taylor. La formule de Taylor, qu'est-ce que c'est ? C'est les taux d'intérêt égale inflation anticipée plus une certaine sensibilité à l'output gap, l'écart entre la croissance potentielle et la croissance réelle. Powell dit, oubliez la croissance, on s'en fiche. Les taux d'intérêt égale inflation. Donc si l'inflation, l'atterrissage que vous anticipez, il est autour de 6% par exemple dans les 2 ans qui viennent, les taux de la Fed vont à 6. Et moi, c'est mon pari, on est beaucoup plus proche de taux qui vont converger vers les 6% que de taux qui s'apprêtent s'arrêteraient à 4. S'arrêter à 4 ou 3 quarts. Mais bon, après, ils ont su en faire des U-turns, et des U-turns très rapides. La BOE, il y a une semaine, détaillait un programme de vente de ces gilts. Oui. Elle en a acheté depuis hier. Oui, mais ça, c'est un U-turn. Vous l'avez dit vous-même, les U-turns de Banque Centrale ont émaillé l'histoire. Oui, mais ça, c'est pas un U-turn. C'est-à-dire que c'est pas le début, l'amorce de baisse de taux, de la reprise du quantitative easing, c'est juste un patch. Porsche, ça s'est bien passé. P911. Ça, c'est le ticker. C'est le ticker. Ah, mais ils ont un marketing incroyable. 911 millions d'actions émises pour l'introduction en bourse, sans droit de vote, et le ticker qui va avec. Franchement, vu le contexte de marché, et on le disait tout à l'heure, Alix le signalait, le secteur automobile est quand même en forte baisse aujourd'hui. Et d'ailleurs, Porsche Holding et Volkswagen, les maisons mères au-dessus de Porsche AG, qui est le constructeur, sont en forte baisse aujourd'hui. Mais le titre, lui, absolument. A bien tenu. Le titre, il y a la part de rêve. Il faut rappeler que Porsche, c'est pas un nouveau venu dans la bourse. Le titre Porsche a toujours été plus ou moins coté, sous des formes très différentes. À un moment, c'était plus qu'une holding avec des liabilities, etc. Mais il y a une quinzaine d'années, le titre Porsche, c'était effectivement l'entreprise qui fabriquait le constructeur, voilà, c'est ça. Des Porsche. Après, ça a été tout un tas d'autres choses, mais avant que ça se fasse absorber par Volkswagen, puis remis sur le marché par Volkswagen, il y a la part du rêve et il y a cette idée sous-jacente qui était le cas il y a 15 ans mais qui s'est révélée fausse, c'est-à-dire que c'était pas tout à fait de l'automobile, c'est quand même un produit de luxe, ça ne répond pas à la même logique, c'est pour ça que quand vous parlez de la décorrélation du titre Porsche aujourd'hui avec le reste du marché de l'automobile, on peut dire oui mais ça répond à des déterminants qui sont très très différents, qui sont liés au marché du luxe, voire de l'ultra-luxe, etc., sur des volumes qui sont beaucoup plus petits. L'histoire a montré que c'était une histoire qui avait été vendue il y a 15-20 ans, et puis l'histoire a montré que ça n'était pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même une nécessité d'investissement technologique qui fait que effectivement ça appartient quand même au domaine de l'automobile quand il faut mettre des milliards de développement dans l'efficience énergétique, dans l'électrification, dans des nouveaux moteurs, etc., dans des normes. C'est pas juste un nouveau designer qu'il faut se payer. Exactement, c'est pas juste de faire un nouveau dessin. Et donc, je pense qu'il y a une certaine ambiguïté de ce point de vue-là qu'on entretient et ce qui permet à cette valorisation de tenir. Après, cette IPO, elle était très chaude, comme on dit, et donc il y avait une très forte demande. Donc, assez naturellement, la demande a été insuffisamment servie et donc, par effet d'inertie sur la première cotation, quand la demande est insuffisamment servie, il y a des acheteurs marginaux. Ça ne dit pas grand-chose de l'avenir boursier du titre, voilà, qui arrive quand même effectivement dans des conditions de marché qui vont être difficiles. Et c'était la réflexion qu'on avait déjà hier soir en fin d'émission, avant la cotation. C'est pas un grand succès pour l'ESG. Alors, effectivement, du point de vue, dans l'ESG, il y a G. Et du point de vue de la gouvernance, Porsche n'est pas le meilleur exemple qu'on puisse trouver en Europe, notamment du fait de ses rapports avec Volkswagen. Mais ça montre que pour Porsche, certains investisseurs sont capables de s'asseoir un peu sur des principes. Oui, mais comme chacun sait, dans l'ESG, il y a beaucoup de points de vue différents. Même du point de vue du E et du S, il y a des entreprises qui sont très bien vues par certains investisseurs et très mal vues par d'autres investisseurs. Tout dépend si on est très carbocentrique, ou beaucoup plus porté sur la biodiversité, ou beaucoup plus, vous voyez, des investisseurs qui disent le nucléaire c'est le diable, et puis d'autres investisseurs qui disent le nucléaire c'est la seule solution pour faire face au réchauffement climatique. Donc dans l'ESG, on peut y mettre un peu ce qu'on veut.
Oui, mais bon, il y a quand même certaines maisons qui... Il n'y a pas de critères non, j'entends bien. qui soient absolus. Ouais. Maintenant, sur le plan de la gouvernance, il est certain que Porsche n'apparaît pas comme l'exemple de la gouvernance parfaite. Et c'est un Mais il y a point beaucoup de important de critères l'ESG. aussi dans la gouvernance. Oui, oui. Il y a l'indépendance du board, l'indépendance du chairman et du CEO, mais il y a aussi la parité homme-femme, le taux de présence au board, etc. Donc là aussi, même dans la gouvernance, même si ça repose sur des critères qui sont quand même, d'une manière générale, un peu plus tangibles que les deux autres, un peu plus objectifs, mais même dans la gouvernance, je dirais qu'il y a quand même des centrages qui peuvent être différents d'une entreprise à l'autre. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Régis Béguet, le directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion, et Étienne de Marsac, directeur de la gestion Cross Asset de Sony AM, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des biotech, un secteur que connaît particulièrement bien Sacha Pouget, qui est à nos côtés en plateau. Bonsoir Sacha. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur associé de Biomed Impact, qui est un service de suivi de l'actualité et de l'analyse du secteur biotech, c'est ça? Biotech et MedTech, oui. Biotech et MedTech, Sacha, ce qui est votre domaine d'expertise de toute façon depuis que je vous connais et que vous participez à mes émissions. Oui, faisons le point un peu sur le secteur des biotech et medtech, alors qui est un secteur en baisse. On parle d'un secteur risqué au sein de la classe d'actions boursière, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement des performances du secteur? Et j'ai rapidement regardé quand même dans le secteur français notamment. J'ai vu quelques biotech qui affichaient malgré tout des performances positives. Il y a beaucoup de moins 40, moins 50, moins 60, mais il y a aussi des performances positives ici et là. Donc je voulais comprendre un petit peu effectivement ce qui avait pu expliquer parfois ces exceptions. Tout à fait. Alors, vous l'avez souligné, on est sur une année quand même particulière. Alors, on observe la baisse est généralisée, elle est globale. Aux États-Unis, par exemple, le S&P Biotech perd environ 30%. En France, c'est un peu plus, malheureusement, la déconvenue est plus importante puisque les biotech françaises perdent environ 50% par rapport à la fin de l'année 2021. Les medtech, qui représentent quand même environ une quarantaine de sociétés cotées en bourse à Paris, elles perdent un peu moins, 32%. Ce qui n'empêche que, comme vous l'avez aussi mentionné, certaines sociétés ont malgré tout, dans ce contexte qui est quand même défavorable, ce contexte boursier défavorable, certaines sociétés ont quand même pu tirer leur épingle du jeu, notamment une société, par exemple, qui s'appelle Visiomed, qui est une medtech et qui a pu se recentrer ses activités. Son cours a été multiplié par presque 5 depuis le début de l'année. Une autre société également, Oncodesign, qui a pris 45% depuis le début de l'année après une scission de ses activités biotech et services. On peut également citer une medtech, Amplitude Surgical, qui a une activité soutenue cette année. Et également deux sociétés qui ont... on va dire, qui ont été particulièrement intéressantes cette année. Donc la biotech DBV, qui, elle, va lancer son étude de phase 3 dans l'allergie à l'arachide. Donc le titre prend 20% depuis le début de l'année. Et puis une autre biotech, cette fois-ci, qui a publié des résultats positifs dans l'AVC et qui a été particulièrement recherchée en début d'année, qui s'appelle Acticor, dont le cours progresse environ de 20%. Donc, c'est à la fois des stratégies qui ont été repriorisées par certaines, mais aussi des news flows qui ont été favorables pour d'autres. Ouais. Et il est intéressant aussi de constater, Grégoire, que d'ici la fin de l'année, par exemple, on attend 22 résultats cliniques ou autorisation de mise sur le marché de la part de nos biotech françaises. Et 47 sur l'année qui vient, dans les 12 prochains mois. C'est ça aussi. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que effectivement, c'est une baisse généralisée, mais sur certains aspects spécifiques, sur certains dossiers particuliers, avec une activité fondamentale ou une news fondamentale. Les marchés, les investisseurs sont quand même attentifs. Oui, complètement. On jette pas le bébé avec l'eau du bain. Enfin, un peu peut-être, mais il y a quand même sur certains dossiers... Ça a été quand même le cas pour Valneva, malheureusement, qui représentait une grosse partie de la valorisation globale des biotech françaises. Valneva était valorisée environ 2,5 milliards en fin d'année 2021. Maintenant, elle est environ valorisée 600 millions d'euros. Donc on voit déjà que sur les 4 milliards d'euros de perte de valorisation en 2022,
par rapport à 2021, déjà, Valneva représente 50% de cette baisse. Ah oui, c'est majeur. Alors, le marché est prêt et à même de sanctionner les sociétés qui, entre guillemets, ont pu décevoir par rapport à leur feuille de route initiale. Mais effectivement, il est aussi attentif au développement des autres sociétés qui peuvent parvenir à des annonces positives dans leur domaine et dans leur recherche clinique notamment. Est-ce que cette baisse des prix, des valorisations du secteur biotech et medtech en bourse ouvre la voie à une fenêtre de tir d'opérations, de fusion-acquisition, de M&A? Est-ce qu'on est même peut-être déjà dedans d'une certaine manière, Sacha? Alors effectivement, on a eu des annonces récentes, notamment une prise de participation majoritaire d'un actionnaire dans la société Oncodesign, une biotech. On a eu aussi un rachat, le rachat de la société de diagnostic qui s'appelle TerraDiag par une autre société de diagnostic qui s'appelle Biocinex avec une prime significative quand même de plus de 60%. On a pu aussi voir en termes de mouvement sur les fusions-acquisitions, Genfit qui a racheté une société suisse, Versantis, pour environ 40 millions de francs suisses. Alors maintenant, donc c'est un contexte quand même qui est particulier. Lorsqu'on regarde le M&A sur la partie biotech, on voit que c'est une année quand même record en nombre de rachats depuis le début de l'année. On en est à 25. Ce qui est un record sur les 15 dernières années. Par contre, on est sur une forte baisse des montants. On est à 35 milliards de dollars contre une moyenne historique de 85 milliards de dollars sur les 15 dernières années, mais avec des primes quand même très significatives. Normalement, on est sur une prime moyenne historique de 60%. Et là, cette année, on est quand même sur des niveaux de plus 85% en moyenne sur les primes pour convaincre les vendeurs, finalement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est rassurant sur cette partie-là. Et puis, 3 domaines sont particulièrement recherchés par les investisseurs, les industriels, pardon. Donc, on a de manière perpétuelle depuis plusieurs années quand même l'oncologie, toujours, les maladies rares également, et puis le système nerveux central qui intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, cette semaine, on a eu une annonce, celle de Biogen, qui a fait une découverte majeure dans l'Alzheimer. Qui est une grosse biotech américaine, c'est ça, une des plus grosses biotech au monde, j'imagine. Et là, il y a une véritable percée scientifique, ça n'a jamais été vu. On a enfin trouvé un médicament qui pouvait faire avancer le traitement de cette maladie très, très difficile à traiter jusqu'alors. Et donc, le M&A, enfin, les poulains de net restent alignés pour que les opérations industrielles dans le secteur des biotech et des medtech puissent se poursuivre? Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a beaucoup de partenariats cette année. On en a déjà une quinzaine qui ont été annoncés pour environ 220 millions d'euros. Donc entre biotech, medtech et des grands labos, des grands industriels du secteur. Exactement. Donc, si vous voulez, notamment grâce aux médicaments qui ont été vendus dans le Covid par certaines grandes sociétés américaines du type Pfizer, évidemment, mais aussi Eli Lilly. Elles sont à la recherche, et grâce au cash qu'elles ont pu générer, elles sont à la recherche de partenariats. Et ces partenariats sont très lucratifs. Ils ont rapporté quand même plus de environ 220 millions d'euros cette année. Et c'est quand même 30% de tout ce qui a été levé. Elles cherchent manifestement à trouver des relais de croissance. Et ça se passe inévitablement par les biomédicaments développés par les sociétés de biotechnologie. À propos, et donc, ça permet, ces partenariats, c'est du financement pour ces biotech, justement, sur la partie financement. Alors, il y a les partenariats qui représentent une partie substantielle. Pour le reste, dans le contexte de marché qu'on connaît, avec le resserrement monétaire, le coût de l'argent qui remonte, et des investisseurs qui se montrent forcément plus sélectifs dans leur choix d'investissement ou d'allocation. Quels sont les besoins de financement des biotech françaises que vous suivez aujourd'hui, Sacha? Et est-ce que le financement est toujours accessible et ouvert à ces biotech? Alors tout à fait, même je dirais, ça a été même rarement vu. Après, il y a du sucré et du salé. Le sucré, c'est qu'en fait, on en est à la 3e année, la 3e meilleure année en termes de financement des biotech des 10 dernières années. Donc c'est une année très, très solide. On a levé 720 millions d'euros cette année. Nos projections nous montrent chez Biomed d'Impact qu'on a des anticipations sur le milliard d'euros d'ici la fin de l'année, donc environ 250 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Et surtout, on a pu observer, et ça c'est la partie salée un peu de l'histoire, c'est que sur les 40 opérations de l'année, 5
ont capté 50% des montants. Ah, d'accord. Donc, il y a des choix forts qui sont faits, Il y c'est a une ça. forte concentration au niveau On des est prêt à investissements. mettre des gros tickets, C'est ça. mais pas n'importe où, quoi. Pas n'importe On où. ne veut pas arroser ou saupoudrer. On fait ses choix, on choisit ses sociétés, quoi. Exactement. Il y en a. Parmi ces sociétés-là, la plupart ont levé grâce aux États-Unis aussi, parce qu'elles avaient des développements qui étaient intéressants dans certaines pathologies et indications. Après, ce qu'on a pu observer pour les plus petites sociétés, par contre, c'est qu'elles ont rationalisé, on va dire, leurs coûts et elles ont repriorisé leur pipeline. C'est-à-dire que j'ai entendu certaines sociétés, en discutant avec elles, qu'elles avaient arrêté la recherche préclinique, donc très précoce, très early stage, on appelle ça, pour prioriser finalement leur stade de développement en clinique, en phase 1, phase 2, phase 3. Donc elles s'adaptent. Il n'y a pas eu encore de réorganisation au sens, comme on a pu le constater du reste aux États-Unis, avec des réorganisations de staffing et voire malheureusement des plans de licenciement. Ah ouais, bien sûr. Et il n'y a toujours pas de société qui est vraiment en mal de financement avec un coût près qui pourrait les amener vers la faillite. Mais on dérisque un peu le profil de la société pour peut-être lever plus facilement de l'argent, d'une certaine manière. C'est pas facile de lever dans ces conditions, puisque finalement leur cours a beaucoup baissé et les actionnaires ne sont pas forcément très à même de vouloir amener un discount aussi important par rapport au prix réel de ce qu'ils estiment pour les actions en circulation. Donc, on voit quand même au niveau des augmentations de capital, il y a une certaine tension. Les biotech privilégient des moyens de financement alternatifs, donc que ce soit par des obligations convertibles, que ce soit aussi par des cessions d'actifs, comme ça a été le cas d'Erytech qui a revendu pour environ 40 millions d'euros son usine aux États-Unis, ou alors Adocia qui a revendu son siège social. Donc voilà, c'est des moyens où elles doivent trouver des moyens adaptatifs. Il faut un peu d'ingéniosité quand même. Un peu d'ingéniosité, mais pas encore pour le moment de drame, à savoir vraiment clé sous la porte ou plan de licenciement. On n'en est pas là. Merci beaucoup, Sacha. Merci pour ce tour d'horizon de l'actualité du secteur biotech et medtech que vous suivez particulièrement. Sacha Pouget qui est avec nous en plateau, directeur associé de Biomed Impact, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.